Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma. Et oui, encore ce générique de Gérard May, mais pourquoi ? Parce que là, cette fois-ci, au lieu de faire une rétrospective, on va carrément donc parler de cette édition. On y était. Bienvenue, Sébastien, comment tu vas ? Écoute, ça va mieux après 2 nuits de sommeil vraiment intenses, une journée avec la gueule dans le cul, ça y est, on a eu une bonne semaine marathon sur le festival. On n'est pas allé que voir des films non plus. On est quand même allé voir un peu les à côté, tout ce qui s'était passé. Et notamment, donc on va revenir pour notre première partie d'émission sur l'organisation du festival. Ce qui me fait toujours plaisir à voir, en fait, c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas changé, en fait, Gérard. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes personnes. On retrouve toujours les mêmes habituels. Le même public enragé. Le même public enragé, les mêmes bénévoles. Ouais, d'ailleurs, toujours un accueil assez chaleureux à l'Espace Tilleul, donc ça se fait toujours plaisir à voir ça. Donc, c'est vrai, ça commence déjà par là, avant d'entrer en salle. Avant d'entrer en salle, on retrouve toujours l'agréable départ, toujours à l'Espace Tilleul. Après, on voit déjà les changements, le développement de cette ville, parce que c'est vrai que surtout, en fait, Gérard May vit le festival durant toute la semaine. Il y a tellement d'organisations, tellement de développement. Depuis sa création par Pierre Sachot, donc il y a maintenant 26 ans, enfin presque 26 ans, parce que on est dans la 26e édition, mais elle a été créée un petit peu plus tard. C'est un festival qui est toujours en expansion culturellement, et c'est toujours agréable à voir ce développement. D'ailleurs, c'était le principe même du nom Fantastica, en fait, c'est-à-dire en fait à la base c'était juste un festival cinéma, mais il voulait vraiment développer aussi l'aspect culturel à côté. Bien sûr. Et c'est ce que l'on voit avec les expositions BD, culturelles, il y a même eu un concert musical à l'église le samedi. C'est vraiment l'idée de faire vivre la ville de Gérard May pendant 5 jours au rythme de Fantastica. C'est ça. Et d'ailleurs, un gros chapeau aux plus de 600 bénévoles pour cette édition, parce que c'est vraiment un accueil et surtout un travail assez monumental là-dessus, parce qu'on voit l'accueil, la logistique, les transports, le service et même le protocole aussi, parce que ça m'a fait un petit peu marrer, c'est que pour la toute dernière édition, il y avait le gars de la sécurité du casino qui a dû me voir je sais pas combien de fois, parce que j'étais en grande partie sur les séances du casino, et à la fin, salut, à l'année prochaine. Enfin, ça reste toujours très amical. Mais ce qui est assez révélateur, c'est qu'on a passé 4 jours à râler, aller sur des films, sur le froid, mais à aucun moment on a râlé sur l'organisation ou la gestion des files d'attente ou quoi que ce soit. Tout est d'une fluidité assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par exemple pour les séances, vous commencez à 9h du matin, vous avez un film qui dure à peu près 1h30, donc le film, une autre séance démarre dès 11h, en fait, donc ça vraiment une organisation extrêmement bien huilée. Et pareil pour la plupart des techniciens derrière, ça c'est impressionnant, quoi, parce que passer de bobine en bobine, enfin pas des bobines, c'est bobines numériques maintenant, mais ça reste toujours assez impressionnant, quoi. Quand même. Voilà. Non, puis la rencontre entre les habitués, on a pu parler avec énormément de festivaliers, des nouveaux comme des anciens qui sont là depuis des années et des années. Donc c'est toujours assez assez marquant de voir avec telle fluidité les gens s'ouvrent pour parler sur leur passion unique, qui est celle du cinéma, et surtout, je dirais même, du cinéma fantastique, du cinéma de genre. Et malgré l'arrivée de nouvelles personnes, d'un nouveau public, le festival ne donne jamais l'impression de vouloir absolument rendre plus accessible leur programmation. Non, en fait. Non, c'est pas un festival d'élitiste. Non, pas du tout. Ça reste un festival très très simple. Alors c'est pas élitiste, et justement ça se veut pas non plus en baissant le niveau pour attirer plus de gens. Oui. Effectivement, il y a également, on y reviendra plus tard dans l'émission, des films d'une utilité nulle et qui sont juste là pour effectivement divertir le public. Mais il y a aussi vraiment de la sélection, vraiment pour du gros cul du cinéma de genre, quoi. On va pas se mentir, une sélection de films pour les mecs qui en ont bouffé et qui connaissent leur sujet, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'était vraiment une 26e édition débordante d'énergie, un événement qui a toujours autant d'ampleur sur et en dehors du festival. D'ailleurs, ils étaient très contents du nombre de festivaliers présents pour cette édition. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de files d'attente. D'ailleurs, beaucoup de gens qui attendaient dans le froid, mais aucune personne qui a véritablement râlé là-dessus, d'ailleurs. Non.
Bah, disons, depuis leur système de réservation, oui, si t'attends dans le froid, c'est ce que j'allais dire en fait. Tiens à toi-même. Même avec le système de réservation actuel, donc c'est-à-dire on réserve les salles en ligne, il y avait toujours de la place d'ailleurs de toute manière, hein, ça reste toujours assez présent, même si pour ma part je râlerais toujours envers l'espace LAC parce que je trouve que c'est pas une salle de cinéma, mais il y avait toujours autre chose aussi à côté. On avait toujours, d'ailleurs je trouve qu'il y avait de plus en plus d'expositions, d'animations à côté. Il y avait un escape game qui était à côté de la MCL. De Gérard May, bien sûr. Ouais. Il y avait l'exposition BD également à la MCL. On retrouvait d'autres expositions à l'espace IL. Je suis allé voir notamment le monstre esprit du Japon. Donc ça représente les monstres mythologiques japonais, ce qu'on appelle les yokai. D'ailleurs, c'est un terme qui est utilisé également pour les monstres contemporains. Donc en fait, ça prend autant la mythologie antique médiévale que les monstres qu'on peut voir dans les mythologies actuelles japonaises. Et d'ailleurs à la BD il y avait la valise, il y avait la présence notamment de Diane Rainville et Morgane Schmidt-Giordano qui étaient là pour présenter leur BD, qui était écrite avec 6 mains, hein, parce qu'il y avait également Gabriela Malric dessus. Une BD à l'ambiance très surnaturelle qui était vraiment assez intéressante pour le coup. Ouais. Je vous conseille de jeter un œil là-dessus. On avait également Jean-Claude Servet qui était présent pour présenter tout son travail, qui lui, je crois que ça fait depuis 20-30 ans qu'il bosse sur son univers. Il y avait également plusieurs animations. On retrouvait Rob le zombie, donc issu de la série Zombie en terre vosgienne, qui était là pour faire des selfies. Enfin, c'était très très représentatif. Et le samedi, il y avait un concours de nouvelles fantastiques aussi à l'espace Tilleul. Exactement, il y avait un concours à l'espace fantastique. De nouvelles fantastiques à l'espace Tilleul. Bref, je me suis gouré. Donc le concert Magic Land est également à l'église, le concert le samedi. C'était, on avait vraiment tout. Tout était mis en place pour développer le festival et surtout en fait culturellement. D'ailleurs, gros coup de chapeau, ça fait depuis 2017 que ça existe, la fondation du festival, donc la CGI, dont le but est de permettre non seulement au festival d'exister, mais de développer des animations et de soutenir tous les projets culturels de la ville. Et pour le coup, je trouve que c'est un joli coup de chapeau pour tout ce développement culturel, parce que finalement Gérard May, ce n'est pas qu'une ville où il y a du spa, où il y a du ski, mais c'est aussi une ville également très ancrée culturellement en fait dans le cinéma de genre en fait. Et les jonquilles. Et les jonquilles, mais les jonquilles ça viendra plus tard, on est encore dans le froid, on est encore dans l'hiver. Puis on fera pas d'émission spéciale jonquilles surtout. Dans la neige, voilà. Et pour cette 26e édition, c'est un thème très représenté sur la thématique de la peur, comme va nous l'expliquer Bunobard dans un court extrait. Un bon film est un film qui a un point de vue sur le monde et un point de vue sur le cinéma. Et je trouvais que dans la sélection de cette année, dans le film que j'avais vu, les deux se rejoignaient. C'est-à-dire que je trouvais que les cinéastes, qui sont les miroirs de notre temps, filmaient et montraient la peur sous toutes ses formes, je trouve. Et l'affiche que nous avons voulu, ce serpent qui avale le monde, c'est le danger qui nous vient. Et les cinéastes sont toujours des lanceurs d'alerte. Et comme souvent, l'art qui grandit l'homme trouve des solutions. Donc à Gérard May, et en règle générale, nous voulons espérer que les cinéastes qui sont présents et qui ne le sont pas, ou plutôt ceux qui sont là sur les écrans, montrent qu'à la fin, c'est toujours la lumière qui gagne. Voilà, donc c'était un court extrait de Bruno Bard durant la rencontre fantastique avec Fabrice Duvels. C'est bien que c'est revenu sur la thématique du peur. D'ailleurs, l'affiche, c'est ce serpent donc, qui mange le monde, créé par Santiago Bordis, en fait revient vraiment donc sur les peurs de notre société et suscite donc le cinéma fantastique qui se nourrit allègrement de ce style-là. Donc on avait plusieurs thèmes d'ailleurs pour cette édition, notamment retrouver l'écologie, l'extrémisme ou alors, surtout donc le futur incertain. En tout cas, ouais, c'est surtout la peur de l'avenir qui revient dans les 3/4 des films qu'on a vus. Exactement. Un certain pessimisme ambiant, certes, mais qui montrait aussi surtout cette vision en fait du fantastique qui va sur tellement de genres précis. Et c'était plutôt agréable de voir ça dans cette édition. Même s'il y avait une omniprésence du zombie, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour revenir sur la rencontre fantastique, on a pu rencontrer notamment aussi Fabrice Duvels qui a expliqué en long, en large et en travers sur beaucoup de choses, et notamment sur sa vision de ce que peut être un film et sa représentation de la peur. Et on va vous laisser un petit court extrait. Plein de choses, et là on voit des films plus ou moins intéressants, ou peut-être un peu plus que moins, j'en sais rien, enfin, peu importe, mais moi je me fous en fait de l'environnement, c'est-à-dire que les environnements,
l'écologie, tout ça, c'est très bien, mais ce qui est intéressant, c'est les personnages. Tu parlais de Soleil Vert. Soleil Vert est un grand film parce que Charlton Heston est un grand personnage dans le film. Parce que ce qui traverse me concerne. Me concerne parce que je peux y voir un certain reflet, je peux aussi toucher, percevoir la peur. Et la peur, elle est constituée il y a la peur cérébrale, il y a la peur viscérale. Et la peur viscérale, c'est cette dualité en fait. Et on retrouve dans plein, chez des cinéastes que j'affectionne particulièrement, que ce soit Tourneur, Bergman, il y a sur cette confrontation, cette dualité entre ces deux peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Voilà, donc c'était un extrait issu de cette rencontre fantastique. Il y a eu d'autres rencontres d'ailleurs. Il y en avait également une pour le réalisateur avec lors de la sortie, qui présentait son film hors compète, même si c'était sorti, je crois, une semaine ou 2 semaines avant. Il y a 2 semaines avant. 2 semaines avant, voilà. 2 semaines. Mais bon, c'était toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un réalisateur qui est toujours très intéressante. Il y a également la masterclass d'Eli Roth, que j'ai malheureusement pas eu le temps d'y assister, qui à mon avis devait être très très intéressante, même si Eli Roth, on aime plus ou moins ses films, c'est quand même un réalisateur qui a déjà pas mal de bouteilles là-dessus. Et d'après nos 2 compagnons de voyage, un homme hautement sympathique. Un homme hautement sympathique, très ouvert d'esprit, très intelligent, même si il faut toujours, c'est ça qu'il faut retenir quand même la plupart, et ce qui permet également aussi de voir comment dire, la simplicité du festival, c'est-à-dire qu'on peut parler avec n'importe qui. Même à un moment donné, on s'était retrouvé au Grand El Spa et on se retourne, mince, il y a Udo Kier derrière nous. On était dans les portes tournantes, enfermés avec Udo Kier. C'est un côté plaisant et en même temps un peu inquiétant. On va pas se mentir. Oui. Du coup, c'est un grand personnage du cinéma de genre, Udo Kier, et ça fait plaisir de voir un hommage pour cet acteur qui a une filmographie assez dinguissime. De malade. C'est le genre de type, en fait, là on en parle, vous voyez certainement pas qui c'est du tout, mais si vous regardez sa photo sur internet, vous l'avez forcément vu dans un film. Oui, vous pensez en fait un film où il faut un Allemand ou comment dire, un peu un archétype d'un personnage allemand, vous pensez tout de suite à Udo Kier en fait, parce que vous l'avez vu commencer même dans le cinéma français. Après, il a fait tous les cinémas de genre, il a commencé à faire des films de monstres, de vampires avec Christopher Lee, avec d'autres de monstres mythologiques. Enfin bon, c'est un monstre du cinéma de genre. D'ailleurs, un hommage très touchant de la part de Yann Gonzalez pour la soirée hommage à Udo Kier. C'était très très touchant. On voit que ça faisait chaud au cœur en fait de voir une telle représentation d'un monstre mythologique du cinéma en fait, du cinéma de genre. Même s'il a toujours eu des petits rôles, des rôles assez caricaturaux, assez simplissimes, voire vraiment en 3e tête de gondole d'affiche. Mais c'est un mec tellement légitime sur ce milieu qu'il a enfin, je pense, même si c'est Gérard May, donc c'est pas monstrueux non plus, mais une certaine consécration de sa carrière, ça fait vraiment dans le milieu plaisir, du genre, oui, complètement. Il a sa consécration. Alors, ce qui était très bien aussi pour revenir sur d'autres réals, c'est qu'on avait vraiment la présence de réals français pendant le festival, qui se retrouvent ici, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres endroits en France où ils pourraient être soutenus, quoi. C'est horrible à dire, mais c'est ça, quoi. Donc on avait, tu vas me les rappeler, Roland, j'oublie à chaque fois leur nom. Il y avait notamment Xavier Jean, c'était là pour représenter, pour être le parrain du jury jeune. Oui, et les réals de l'intérieur. Également Julien Maury et Alexandre Bustillo qui étaient également là pour soutenir le réalisateur Masato Kobayashi, pour le film Beyond Blood, qui était en hors compète, un documentaire hors compète sur la mouvance du cinéma d'horreur français. Voilà. D'ailleurs, on a pu les rencontrer à chaque représentation. Ils étaient là à la rencontre du festival, ils étaient également là lors des représentations de films. Enfin, c'est agréable à voir parce qu'on peut parler avec eux d'une facilité déconcertante. C'est des crèmes. C'est des gens totalement ouverts et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, petite anecdote sur ce film, vite fait pour y passer, vous apprendrez qu'en France, peut-être que ces films sont pas du tout regardés, si ce n'est par vraiment des connaisseurs. Donc toute cette mouvance, on parle de frontières à l'intérieur, ça avait commencé avec Tension d'Alexandre Aja, sorti en 2003. Voilà, toute cette mouvance de films en France ne sont pas du tout reconnus, alors que au Japon, même aux États-Unis, enfin à l'étranger, vraiment ces films ont même le nom de la nouvelle vague horrifique française. Voilà. Ils lui ont même donné un nom et c'est ultra reconnu. Vague, voilà. Oui, non, c'était vraiment bien de revenir d'ailleurs sur ce film-là parce que ça permettait de nous revenir sur que oui, le cinéma français existe également hors de notre hexagone et ça fait comment dire, ça fait mouche en fait sur le système qu'actuel on a en France, c'est-à-dire on met tellement les gens dans des cases que ça devient problématique dans notre propre pays, alors qu'ailleurs c'est totalement ouvert d'esprit, quoi.
Ils vont Voilà. même par exemple expliquer que Martyr c'est un film romantique au Japon, vu au Japon c'est comme considéré comme un film Mais romantique. c'est un film d'amour, Martyr, je suis désolé. Mais moi je dirais même autre chose, c'est carrément un film, mince j'ai oublié le terme, mais non c'est un film quasiment féministe pour ma part. Mais bon ça on va pas revenir sur autre chose. Non c'était vraiment très une édition où on a pu apprendre de grandes choses et on apprenait beaucoup de choses. Enfin pour ma part en fait on espérait aussi voir Fabrice Duvels et on a réussi à lui poser d'ailleurs une question pour la rencontre du Festival Fantastique sur le questionnement de la musique. À l'intérieur d'un film, ou pas d'ailleurs, l'absence de musique. Je sais pas comment vous, Fabrice, vous avez abordé ça dans vos films ou de manière plus générale peut-être même. Bien, par exemple, dans mon premier film, Calvaire, je voulais pas de musique, mais c'était pratiquement dogme. Hein. Je voulais absolument pas de musique. Et je pense que ça a contribué beaucoup à l'atmosphère un peu poisseuse du film. En fait, ce que je ne supporte pas, c'est plaquer de la musique. Plaquer de la musique. Et je me suis frotté à des producteurs aux États-Unis, parce que j'ai fait un film là-bas, où les mecs, ils plaquent de la musique pour plaquer de la musique. Ah oui, bah là, on mettrait bien un peu de musique, non, c'est un peu. Là c'est vraiment l'effroi. Très souvent, elle remplace la mise en scène. C'est inacceptable. Inacceptable. Elle doit souligner, surligner, faire partie de la mise en scène. Le silence est une musique de la mise en scène aussi possible. Calvaire en est un excellent exemple. Et c'est vrai que le cinéma américain, ayant quand même très souvent peur de son marketing, puisque les droits artistiques diminuent au profit de leur marketing aux États-Unis, il y a un moment où on se dit ah, il y a un creux là. Alors, ils ont deux défauts, le cinéma américain principalement. L'ellipse, c'est-à-dire qu'ils ne le font jamais, c'est-à-dire qu'ils passent 4 fois devant la porte, et pas que vous soyez tellement idiot, vous n'avez pas compris qu'elle était fermée il y a 5 minutes. Et deuxièmement, c'est de pallier la moindre sensation, d'ailleurs il y a très peu de hors-champ, la moindre sensation de vide par la musique. Et voilà, donc c'était un extrait encore issu de la rencontre fantastique. Et non, ça fait. Mec, j'ai tellement l'air intimidé, j'avais pas écouté encore. Je fais non, tellement. non, parce que c'est un réalisateur qu'on apprécie beaucoup, c'est le réalisateur notamment de Calvaire. Donc, Calvaire qu'on aime énormément. Et le film américain dont tu parles, donc c'est Message from the King, qui est sorti donc l'année dernière avec Chadwick Boseman. Et notamment, j'avais déjà lu plusieurs interviews durant le tournage où il disait non, mais Chadwick Boseman ne pouvait absolument rien faire. Il y avait les producteurs, il y avait les gars de la Marvel qui étaient là, fallait pas toucher à Black Panther tellement. Fallait pas le blesser, quoi, sinon on n'aurait pas eu Black Panther. C'est dommage, quoi, merde. Donc voilà, non, c'était surtout très intéressant. Ce genre de rencontre, en fait, c'est toujours extrêmement intéressante. En plus d'aller voir des films, on remerciera jamais à chaque fois le Festival de Gérardmer pour avoir créé ce genre d'animation, de rencontres, de conférences, car c'est toujours très important de voir aussi ce qui se déroule entre et à travers le cinéma. Et on va d'ailleurs revenir après sur le palmarès, mais on va d'abord tout faire une petite pause BO, donc Puppet Master, le grand prix du jury, le morceau original créé par Fabio Frizzi.
C'est un extrait issu du film Puppet Master et on va donc parler du festival du palmarès. Mais avant cela, on a un intervenant téléphonique, un très bon spécialiste du cinéma de genre et également un habitué du festival. Salut Renaud, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Enfin, attends, je vais juste monter un tout petit peu le niveau. Vas-y. Toi, tu m'entends là, ça va ? Ah oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien, mec. Ok, super. Donc on va parler un petit peu vite fait du palmarès. Alors le Grand Prix, oui, donc c'est Puppet Masters de Little Reich de Sonny Laguna et Tommy Wiklund qui a également reçu le prix de la meilleure musique originale et le prix du public. Donc pour revenir là-dessus, en fait, on va dire vite fait que ce film c'est des poupées nazies qui tuent des gens, voilà, surtout les gens qui ne l'aiment pas, donc c'est-à-dire les homosexuels, les juifs, un peu tout. Tu l'avais vu toi, je pense pas la même séance que la nôtre, c'était la séance de présentation, non ? Ouais, tout à fait, ouais, avec l'hommage à Udo Kier juste avant. Et du coup, le public, on imagine que le public était très réceptif par rapport à ce film. Ouais, totalement. On va dire que Monsieur Udo a eu le droit à sa petite standing ovation du jury, donc je vais pas dire que c'était déjà plié, mais ça le sentait, quoi. Enfin, ouais. Non, puis d'ailleurs, t'en as pensé quoi à peu près du film Un gros défouloir. Ouais. Gros défouloir. Si tu veux, c'est pas le cinéma que j'affectionne le plus, mais bon, c'est régressif, c'est divertissant. Enfin bon, c'était bien. Je veux dire, ça m'a un peu fait penser, si tu veux, à du NN l'auteur, enfin des trucs comme ça où il y a pas vraiment d'embarras au niveau de la structure narrative. Enfin, totalement. Ça enchaîne, quoi. Totalement, c'était à un moment donné, on va s'amuser, on va faire plaisir. Pour vite fait dire vraiment oui. Non, pardon. Pour vite fait dire, en fait, les scènes gore, à un moment donné, on a carrément un personnage dans un hôtel qui est en train d'uriner, puis finalement il se fait découper la tête tombe dans les chiottes, forcément. On a même une scène. Du film, ça, on a les moments de gloire, c'est pareil. Il y a même une scène avec une femme enceinte. Enfin, ça va très loin. Ne spoile pas, mec. Je ne spoile pas. Vous pouvez le trouver déjà d'ailleurs sur le site français Hotbusters. Donc, si vous voulez vraiment, vous avez un mois gratuit, vous pouvez y aller là-dessus, vous le retrouverez. Je pense qu'il se trouvera facilement sa place sur les films en VOD. Également, on a eu donc les prix du jury. Alors, prix du jury ex aequo, ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est vraiment la Suède, la représentation de la Suède Connexion. Je sais pas comment dire autrement. On a eu Agnara, donc de Pella Kagerman et Hugo Legia, et Unthinkable du collectif Craigie Pictures. T'as vu également les deux ? Ouais, comme nous. Fait, ouais. Et je pense qu'on est absolument d'accord sur ces films, enfin notamment Agnara, qui est une vraie claque. Ouais, j'allais dire sur les deux films peut-être pas, mais en tout cas sur Agnara, indiscutablement, clairement. Ouais, non, c'était vraiment le film qui a une thématique très peu représentée dans le cinéma, notamment le questionnement du vide abyssal et le temps de l'humanité en fait qui est totalement perdu finalement, qui n'est rien par rapport à l'espace en fait et à l'univers. Parce que c'est un film de science-fiction, pour préciser. Oui, voilà. On est vraiment sur un assez grand groupe d'individus qui se déplacent de la planète Terre à la planète Mars dans un énorme vaisseau qui mélange à la fois hôtel, centre commercial et qui va rapidement au début du film dériver, ce qui prolonge énormément la durée du voyage pour se rendre sur les deux planètes. Exactement. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment un film sur l'existence et le vide abyssal de l'importance de l'existence de l'homme dans l'univers, quoi. C'est ça. Ouais, et puis tu peux ajouter à ça qu'effectivement ça pose la question du refuge potentiel, enfin de quelle est la place de l'homme dans son environnement, et surtout est-ce qu'il est capable de transférer ses espoirs d'un endroit à un point B. Enfin, à quoi se raccrocher, quoi, à l'intérieur de ça. C'est surtout ça. Ouais. Et c'est un film. Ce qui est énorme dans le film, c'est surtout toutes les dérives finalement toutes les dérives mentales en fait que la dérive physique entraîne. Enfin, c'est ça qui est puissant, quoi. La dérive psychologique de l'homme aussi, qui vue à travers les différentes périodes, les différentes années, sans trop spoiler. Fait, ouais. Mais non, ça la c'est. manière dont tout se dégrade, on va dire, simultanément finalement à la dégradation du vaisseau, quoi. Dégradation psychologique, dégradation du vaisseau, dégradation du corps humain. Ce film est assez fantastique. La fin, elle est peut-être un peu expédiée vite. C'est peut-être mon principal reproche du film, mais c'est assez impressionnant de voir un film de science-fiction qui à mon avis a un budget complètement dérisoire, mais assez impressionnant d'une certaine maîtrise en fait, surtout de la part des acteurs, de la part de l'histoire. Je trouve que ça c'est cohérent dans le contenu, un peu moins cohérent dans le contenu Unthinkable, mais c'est impressionnant aussi par sa mise en scène. Et j'ai appris récemment qu'en fait Unthinkable c'est un film qui a coûté à peine 2 millions. C'est absolument incroyable.
Ouais, non, moi, idem, j'ai vraiment du mal à croire tellement le travail de la mise en scène, parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est un film qui porte sur le questionnement de la famille, mais en même temps, il y a une histoire de guerre derrière, parce qu'il y a une attaque chimique. C'est un film catastrophe. C'est un film catastrophe où la Suède se fait attaquer. C'est assez impressionnant de voir une telle. On voit qu'il y a une telle maîtrise dans la mise en scène, dans le montage. Il y a, je pense, la meilleure ellipse que j'ai vue, c'est-à-dire à un moment donné, ça se déroule 10 ans après, ça se fait tranquillement, mais avec un espèce de dans un seul plan séquence, travelling circulaire. Le travail du plan séquence dans ce film est assez bon. Après, forcément, il a des reproches. Notamment certains traitements de personnages qui posent, je pense, un gros problème. Mais ce film aurait, je pense, mérité une sortie en salle. Ce qui malheureusement ne sera pas le cas, parce que forcément sortir des films suédois en France c'est très compliqué. Mais par contre Wild Side donc le sortira bien en DVD, et je pense que l'annonce va être faite officiellement dans les jours à venir. Alors je crois que Renaud, toi t'étais pas aussi. Par rapport à vous, effectivement, j'étais pas aussi emballé par le film. Bon, c'était essentiellement lié, parce que je vais pas revenir sur les aspects techniques, mais c'était essentiellement lié effectivement au traitement des personnages. Je trouve que le cinéma, si tu veux, scandinave, a un peu tendance à s'enliser dans cette tendance qui consiste à créer un contexte déprimant, sinistre, avec des personnages torturés au possible, une espèce de trou détective transposé dans les ambiances boréales, quoi. Enfin, j'ai de plus en plus de mal à accrocher, parce que finalement, ça repose sur quoi ? Ça repose sur des plans un peu mélodrames, des musiques planantes, post-rock, shoegaze, enfin voilà. Je trouve c'est un peu formaliste, quoi. Oui, c'est un peu formaliste, c'est vrai. Mais pour un premier film, je pense que le collectif Craigie Pictures a un bel avenir. Un collectif de 5 personnes, on ne l'a pas dit, mais voilà. Et qui ont, mais le taf est admirable, hein, ça c'est honnête, il n'y a rien à dire. Ça c'est clair. Pour revenir également sur les autres films, alors le prix du jury Sci-Fi a été attribué à The Witch. The Subversion, c'est le film que j'attendais peut-être le plus de la compétition, et je dois dire que peut-être par mon attente, j'ai été un brin déçu, même assez déçu, du film de Park Hoon-jung. Alors Park Hoon-jung, c'est le scénariste de Ice of the Devil, donc il nous revient avec un espèce de thriller fantastique sur des enfants qui ont été génétiquement modifiés, et notamment donc le personnage principal en fait a refait sa vie ailleurs, alors elle était toute gamine dans l'histoire, mais donc revient à 18 ans sur le devant de la scène, puisqu'on peut dire ça comme ça, parce qu'elle va passer devant un télécrochet, va se faire repérer par les autres qui vont vouloir de nouveau la capturer. C'est vrai que le film, c'est un peu l'un des gros problèmes du cinéma d'ailleurs coréen ou asiatique. C'est un film un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'ils ont envie de tellement raconter, ils ont envie tellement de mettre de personnages en place, de mettre en évidence, que par moments ils oublient un peu l'essentiel. Et je pense que Park Hoon-jung en fait s'est fait un peu trop plaisir dans l'action, et un peu du mal à représenter certaines émotions à travers cette image là. Oui, complètement. Ouais. Après, j'ai l'impression, alors au-delà des défauts qui sont vraiment très nombreux là en y repensant du film, quand même, au-delà, on était un peu conciliant en sortant, mais en y repensant, je pense qu'il est vraiment pas bon en fait. Et le fait est que l'erreur qui a été faite, c'est de l'aborder peut-être comme un film fantastique dès le départ en fait, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a des éléments fantastiques, mais ce n'est pas la ligne directrice du film, pas du tout. Non, parce que finalement, j'ai l'impression que ça sert juste pour faire des scènes d'action à la Matrix. Exactement. Ouais, la conclusion est assez douteuse au final d'ailleurs. Oui. Oui, parce que ce sera un film en 2 parties, hein, donc du coup en fait ça laisse un gros teasing à la fin. Et, le teasing, je pense qu'il était un petit peu, il arrive un petit peu, comme un cheveu dans la soupe. Il arrive surtout à aller vers un film qui se voudra un peu crétin, quoi, un film d'action crétin, ce qu'il essaye pas du tout de nous vendre pendant la première moitié du film, en fait, pas du tout. Exactement. Et tu sais que tu retrouves, alors ça, je sais pas si c'est une tendance, un truc qui risque de se banaliser, mais ça me fait aussi un peu penser à toute cette batterie de nouvelles séries Netflix, où t'as des espèces de super-héros, de gamins avec des pouvoirs chelous. C'est exactement le gros problème, ouais. Complètement. Mais du coup, j'ai vraiment peur, là, avec l'autre film coréen dont on va parler, qui, lui, certes, est quand même meilleur, mais j'ai peur que le cinéma coréen commence à se reposer sur ses acquis, là, ça y est, avec une... Après, Rampant de Kim Song-hoon, pareil, je trouve qu'il a les gros problèmes, c'est-à-dire, on va foutre plein de personnages, à un moment donné, j'étais un peu perdu sur le contenu, mais ça reste un film qui a un dernier acte très généreux. Oui, mais c'est pas qu'une question de dernier acte, le cinéma coréen, quoi. Oui.
Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire en fait Oui, sur oui. le principe même du film, c'est-à-dire qu'en fait la conclusion, enfin tout est vraiment mis en place dans la conclusion. Après, oui, c'était peut-être l'un des défauts qu'on a eu un peu de mal à. Enfin, c'était le premier film de zombies qu'on avait jamais parce que finalement, en fait, il y en a 4 qui ont des thématiques de zombies. Bon, c'était le meilleur après. Hein, Et c'est vrai. C'est vrai que c'était le meilleur de loin parce que c'est vrai qu'après on a eu du très mauvais, du très conceptuel. N-Zate qui est un espèce de film qui se veut, enfin qui a envie balancer une espèce de thématique vegan comme quoi la tomate ça peut sauver l'humanité, enfin sauf que c'est très très maladroit. On a également. Surtout que N-Zate en fait, si tu veux, c'est presque une profanation du mythe Last of Us quoi. Enfin, oui c'est vrai. Qui ont consacré leurs dernières années à la survie de Ellie et de Joël. Enfin voilà, ce film c'est pas possible quoi, ça peut pas exister de cette manière-là aussi criante quoi. Enfin, les mecs qui te foutent même un plan girafe au cas où t'aies pas compris d'où ils avaient cherché l'inspiration. C'est incroyable. Abusé mais assumé. Oui, totalement. Bon, après, on a eu d'autres films qui, comment dire, avaient. Moi, j'ai un petit plaisir quand même en reparlant là-dessus. C'est Away Further Instructions parce que j'ai vraiment aimé le dernier acte du film. Mais c'est ça le problème, c'est que tout le début du film pose dans un contexte en fait qui est extrêmement lourdeau et surtout le traitement des personnages, on revient encore sur le traitement des personnages mais qui était scandaleux, qui était catastrophique, qui limite nous fait totalement sortir du film et à la fin en fait on part dans un trip à la The Thing Cronenbergien, voire même très proche de Tsukamoto dans Tetsuo et ça fait certes plaisir, on en ressort un peu avec la banane, moi j'étais content à la fin, mais c'est vrai que pour se taper 1h30 de film avec une heure assez très scandaleuse, ça posait un gros problème esthétique. 1h15 mec. Ouais, 1h15. Le film pêche par tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement tu sortais un peu de ce cliché de la famille avec le père nazi, le grand-père décérébré, la belle-sœur insupportable, et tu pouvais réussir à créer un contexte un peu plus peut-être un peu plus immersif. Disons que là c'était heureusement qu'il y a la fin quoi, je veux dire le dernier acte il est franchement pour le coup il est assez épique quoi. Le problème principal que j'ai avec ce film, c'est les mecs qui veulent parler de racisme et d'enfermement, mais qui, je pense, n'ont jamais vraiment côtoyé de personnes racistes dans leur vie, en fait. Et qui, du coup, utilisent beaucoup de clichés de ce qu'on pense que ce sont les familles qui se renferment sur elles-mêmes. On a des personnages clichés, tous. Mais ils sont tous clichés à leur manière. Et le problème, c'est que, du coup, ils se disent, je vais avoir ça va donner un caractère assez fort à mes personnages. Et le reste de mon scénario va se reposer sur le mystère de qu'est-ce qui les enferme dans la maison. Sauf que ça ne fonctionne absolument pas. Et c'est ce genre de film où vous avez envie de crier dans la salle pour insulter le personnage et vous avez envie d'applaudir dès qu'un personnage meurt parce que vous êtes content qu'il meure, quoi. Vraiment, il n'y a aucun attachement. Du coup, quand vous le trouverez en ligne, moi, la seule chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder le dernier quart d'heure qui, en plus, sans savoir l'histoire qui avant, je pense, ne vous dérangera pas en soi. Juste faites-vous plaisir à regarder ce quart d'heure-là qui est assez jouissif et c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu être finalement presque pas un moyen métrage, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que l'exposition finalement est un peu obsolète. Enfin, exactement. En fait, j'ai même l'impression qu'en fait c'est issu. En fait, le réalisateur, on a l'impression qu'en fait il est en train de refaire son court métrage qu'il a fait précédemment, qui s'est dit tiens, je vais le rallonger pour en faire un long métrage. Et je pense que c'est assez visible. D'ailleurs, c'est la même chose qui est arrivée, je pense, pour The Dark, le réalisateur de John Pilanch, en fait, parce que c'est son premier film et en fait c'est issu d'un des courts métrages qu'il a fait et en fait il l'a retranscrit mais de façon catastrophique. Ah ouais, on va laisser Renaud en parler de The Dark, il va être content. Ouais, si tu me tends la perche. Non, The Dark, enfin bon, je sais même pas trop comment, si tu veux, structurer ma critique parce qu'en fait j'ai été quasiment de manière unilatérale déçu du début, du premier plan, si tu veux, du premier cadrage sur cette route jusqu'à la fin. Je me suis dit mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est mauvais, il y avait rien pour le sauver quoi. Et ça c'est terrible, que ce soit l'histoire, les personnages, le traitement esthétique, les maquillages qui sont le gratin des mentales sur les yeux du personnage. C'est ça, ouais, tout à fait, du gruyère président légèrement brûlé sur les yeux, enfin non mais une horreur.
C'était pénible, très très long. C'était pénible. Oui, c'est un film qui est tellement, comment dire, tellement, il se veut contemplatif, mais il est absolument pas. En fait, tout ce qu'il entreprend, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si un cycliste, c'est comme si un mec essaye d'apprendre du vélo, il se casse la gueule tout le temps. En fait, on a l'impression que tout ce qu'il entreprend se casse la gueule. C'est vraiment dommageable de voir un film se foirer lamentablement à ce point-là, quoi. Surtout qu'en plus, il n'y a rien pour le sauver en termes de thématique, en termes de traitement, même l'interprétation, elle est anecdotique, ça c'est tout. Ouais, elle est pas bonne, et finalement tu t'attaches, je veux dire, le personnage principal qui reste cette petite fille finalement, tu peux pas vraiment, je dirais même, n'avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'empathie pour ce qui lui est arrivé. Ouais, alors que pourtant il y arrivait quelque chose de dramatique. C'est tellement pas... Oui, c'est totalement désincarné. Et c'est ça aussi le problème, c'est que je pense qu'en fait, le traitement du mommy issues ou du daddy issues qu'on a pu voir dans certains films, celui-là, c'est peut-être le pire. C'est peut-être le pire. En plus, moi, ce qui m'a énervé absolument, c'est genre, non, mais de toute façon, la mère, elle est mauvaise, regarde, elle a une bouteille d'alcool, elle picole. Il y a juste ça pour le traitement du personnage. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre traitement. C'est vraiment catastrophique. C'est tarabiscoté comme la merde. Enfin bon, je dirais que c'est pas exclusif à cette sélection de Gérardmer, parce que c'est vrai que chaque année ils ont un peu le film contemplatif qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'effectivement quand tu regardes tous ces films, là je pense maintenant alors February, c'était peut-être il y a 2 ans, je sais plus. Ouais. Qui sont des films où finalement le rythme est très lent, un peu à la manière de Mendy si tu veux, mais où le contenu visuel et sonore est tellement pauvre et indigent que tu t'as rien à te mettre sous la dent, quoi. Sous les yeux, je veux dire, c'est t'as rien pour te reposer, à t'accrocher, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que tous les ans... tu tires aucun plaisir esthétique, en fait. Ouais. Pareil, aucun film, aucun plaisir esthétique. Enfin, pour ma part, ça a été Life Changer du réalisateur canadien. Je trouve qu'en fait là, on sera pas d'accord. Oui, je sais. Débat. Je trouvais qu'en fait l'idée du film en elle-même était hyper intéressante, mais tout ce qu'il entreprend à côté, on a l'impression que ce film, en fait, il est malade. Je trouve qu'en fait, alors désolé, je vais le ressortir techniquement. Ce film, je le trouve vraiment mauvais. Mais que ça soit par exemple même les scènes où les personnages se battent, où il y a l'impression d'avoir aucune chorégraphie, que ça a été, il y a des faux raccords. Je me rappelle avoir vu de pas mal de faux raccords, mais qui j'ai l'impression qu'en fait ils ne sont pas sont pas faits exprès en fait. C'est pas genre non mais on a voulu faire une ellipse là à ce moment-là. En fait on a l'impression que le mec il savait pas comment monter son film, et je pense qu'il l'a torché pour le faire pour le présenter le plus vite possible à un festival. Ça c'est mon point de vue. Je sais que tu as un point de vue totalement différent là-dessus. Je te laisse t'expliquer sur ce film. Ouais, alors si tu veux, enfin bon déjà, moi je suis un fan absolu de body horror et je veux dire voilà, tout ce qui touche à l'horreur organique, voilà, c'est des trucs qui me parlent. Je t'avoue que le sujet me parlait tellement que finalement j'ai réussi à faire abstraction un peu de toutes ces... le film a été fait avec 2 pieds gauche, on est d'accord, je reviens pas là-dessus, c'est clair. Les acteurs sont pas brillantissimes non plus. Non. Mais en fait, voilà, je me suis retrouvé dans l'histoire parce que ça m'a évoqué des vieux souvenirs, si tu veux, de séries, surtout X-Files en fait, que voilà, je suis un gros fan. Et cette thématique, si tu veux, du mutant, enfin de l'humain qui a besoin de l'autre humain pour lui prélever une ressource pour survivre. C'était un truc typiquement, que tu trouvais typiquement dans les épisodes d'X-Files, dans quelques-uns. T'avais, alors de mémoire, t'avais Tooms qui avait besoin de foi. Oui. T'en avais un qui avait besoin c'était Leonard Betts qui avait besoin d'absorber le cancer de ses victimes. T'en avais un qui devait absorber la mélanine. Enfin, t'as toujours des trucs comme ça. Et si tu veux, l'idée, en soi, moi, elle me parle. Donc, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire assez facilement. Après, peut-être que ce qui a été occulté et qui aurait pu apporter un plus, c'est effectivement générer une enquête autour de ça. Peut-être en faire un polar. Un polar un peu hybride, un peu organique. Là, ça aurait pu être vraiment mieux, mais bon. Mais je suis satisfait quand même. Ouais, non, mais c'était bien pensé de la part du réalisateur d'avoir mis en avant en fait en personnage principal donc le personnage qui doit reprendre les corps de chacun pour pouvoir survivre, mais c'est vrai que en thématique, j'ai l'impression qu'on est très loin par exemple d'un Under the Skin ou autre. Forcément je repense à Under the Skin parce que c'est un film qui m'a marqué et qui est à peu près dans le même principe, mais on y a pensé tous les deux, je pense, sur Under the Skin, ouais, c'est clair. Mais bon, après, on a milieu de ce film, non pas forcément, même si le budget n'était pas monstrueux dans Under the Skin non plus, mais surtout dans le traitement. Là, on a quelque chose quand même de... Il est beaucoup plus abstrait aussi, beaucoup plus voilà. Enfin, et les images là sont frappantes, quoi. Et la bande son, j'en parle même pas parce qu'elle est dingue, mais oui.
disons que en fait, si tu veux, et j'en parlais également avec Jérôme, c'est vrai que le Life Changer ressemble presque à une espèce de docu-fiction. Enfin, c'est bizarre. Ouais, à fond. T'as l'impression que c'est caméra à l'épaule, embarqué presque de la télé-réalité, tu vois, c'est étrange quoi. Là, ce qui l'intéresse vraiment, c'est ces personnages en fait dans Life Changer. Là où Under the Skin, les personnages n'importent pas vraiment en fait à l'intérieur. C'est plutôt tout le côté contemplatif. Dans Under the Skin, finalement, c'est que les victimes sont juste des victimes et elles n'ont pas un statut plus valorisé. Alors que dans Life Changer, il y a vraiment toujours à chaque fois cette histoire d'introduction, de séduction, et de conclusion en fait. Donc c'est. Mais j'ai pas trop envie de. Un rôle beaucoup plus important quoi. Mais j'ai pas trop envie de bâcher notamment le réalisateur parce que Justin McConnell, au moins on l'a vu à beaucoup de séances. Il a fait tout le festival. Était là, il s'est vraiment fait plaisir, il était vraiment en plus très ouvert d'esprit, donc c'était vraiment un gars intéressant. J'espère qu'il va faire autre chose pour l'après Life Changer. Mais c'est vrai que d'ailleurs pour le dernier film de la compétition, je te laisse en parler parce que moi je l'ai pas vu, c'est Escape Game, donc de Adam Robitel. Ouais, parle-nous d'Escape Game, Renaud. Le chef-d'œuvre du festival. D'ailleurs, de la part de notre ami en commun, Jérôme, c'était un bon film. Hein. Ouais, je confirme, je plus sois. Disons que si tu veux, pour avoir vu un film qui s'appelait, je me demande si c'était pas Escape Game ou Escape Room l'année dernière. C'était Escape Room. L'histoire était rigoureusement la même. Enfin, je veux dire, des anonymes sont invités à participer donc à cet Escape Game. Et ils se retrouvent dans des cellules où là, si t'as pas fait Polytechnique et si t'es pas juste génie, enfin bref, tu t'en sors pas quoi. Et donc les gens s'associent pour essayer de déjouer des pièges machiavéliques un peu à l'assaut, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire ? Le film esthétiquement, il est réussi, c'est un gros actionneur. Je veux dire, tu sens qu'il y avait du pognon. C'est rythmé, c'est assez jouissif. Les personnages sont tous stéréotypés, mais tu t'en fous parce qu'à la rigueur, tu viens pouvoir. Tu viens pour voir les personnages mourir de toute façon, donc. Voilà, exactement. T'es pas là à te dire ah mince, je l'aimais bien, j'aurais bien aimé. Enfin, si Jérôme s'est attaché à une rousse, mais bon, ça c'était sans surprise. Les personnages n'ont finalement pas plus d'intérêt. Enfin, ils sont complètement interchangeables, quoi. Oui. Et donc au final, il reste quoi ? Il te reste, je dirais, la substance du film, c'est l'action, le mystère et le sadisme un peu, et puis tu prends ton pied quoi, tout simplement. Ouais. Non mais écoute, ouais, c'était absolument parfait de tes interventions. Je suis assez content de. D'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que tu fais ce festival, Renaud ? Alors attends, aussi loin que je puisse m'en souvenir. Disons, les premières fois où je l'ai fait, ça remonte à 2003-2004. Maintenant j'ai un doute, mais disons si tu veux la première fois où le festival m'a vraiment frappé. Enfin, en tout cas, la sélection était mémorable, c'était en 2007, quoi. Oui. Où j'avais des souvenirs de. Alors, il y avait quoi ? Il y avait Sakebi de Kurosawa, il y avait quoi ? Il y avait Black Sheep, qui avait d'ailleurs remporté. Oui, c'était Black Sheep, je me rappelle. C'était vraiment une belle sélection, en tout cas, c'était une des plus mémorables, sûrement. Mais bon, je viens depuis un peu plus longtemps, mais je pourrais plus te citer comme ça de mémoire des films qui m'ont marqué à l'époque. Eh ben écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Renaud, de ce palmarès final par le prix, par le jury et le public, etc. C'est pas évident. Disons que je suis déjà, de base, si tu veux, la sélection des films qui ont été mis en compétition pour moi n'était pas la plus optimale par rapport à ce qui a été projeté autour. Oui. On pense à Mendy, je pense. Notamment et au final j'ai l'impression que les résultats un peu what the fuck sont presque finalement à hauteur de la programmation quoi, c'est-à-dire que on a un peu récompensé Udo Kier qui a eu la gentillesse de se pointer se pointer sur scène parce que le film en soi je veux dire il est pas suffisamment spectaculaire pour mériter un tel prix quoi, tu vois. Idem pour la musique, je veux dire quand t'as un film comme Mendy où t'as Joan Jett qui fait une bande son mais absolument mémorable et que tu récompenses Puppet Master, tu vois, il y a un décalage quoi. Pour le cas Mendy, je m'y attendais qu'il soit en compétition et pas en compétition, qu'il soit vraiment hors compétition et pas en compétition donc, parce que ça fait depuis la quinzaine des réalisateurs qui fait la tournée des festivals. Je m'y attendais en fait comme il soit déjà sorti dans beaucoup de pays, non en France parce qu'il sort seulement le 7 février donc c'est cette semaine. Je m'y attendais en fait qu'il soit vraiment présenté hors compète vraiment et ne plus en compétition parce que j'ai l'impression qu'il avait déjà fait son temps pour les festivals en fait. Et que Gérard May, c'était vraiment son dernier. C'était un peu le baroud d'honneur de Mendy dans les sorties festivalières. Et sa sortie vidéo est imminente.
Mais de toute façon... par rapport à Mendy, ça reste une frustration monstrueuse de se dire que finalement, c'est déjà à Strasbourg, en septembre, c'était le cas. Hein, je veux dire, c'est le film que tu projettes à 1h du mat, qui a le droit à une diffusion, peut-être une rediff le dimanche. C'est l'outsider par excellence, alors que bon, je veux dire, que ce soit aussi bien conceptuellement que sensoriellement, en fait, c'est de la folie. Oui, mais de toute manière, je le dis direct, hein, Mendy, je crois que j'en avais déjà parlé un peu vite fait dans l'émission Bilan, et on va encore un peu parler vite fait après notre pause longuement, mais c'est un monument, c'est un film culte. Enfin, de toute façon, pour ma part, je mise gros là-dessus. Ça va être un film culte dans les années à venir. Instantanément culte, instantanément culte. Je pense que en France, on est peut-être les derniers à ne pas le connaître, à ne pas le comprendre, vu qu'en fait, il a tellement fait la tournée de festivals partout. Il a même notamment passé en Suisse. Il est passé à Toronto. Enfin, mais c'est vrai qu'en fait, nous, on est encore les derniers, on va dire, de ne pas connaître le génie de Panos Cosmatos. Et franchement. Le fait de l'avoir sur grand écran, bien vérifié pendant la projection. Hein. Oui, de toute façon, un film culte forcément va diviser. On a vu beaucoup de gens sortir de la salle, mais on a vu beaucoup de gens quand même rester. Et notamment avec Jérôme, quand on a été dans notre dernière projection, c'était pour Mermaid à 22h, on avait croisé des gens qui ont adoré Mendy, qui ont trouvé ce film absolument fabuleux. Ouais, on en a trouvé, Renaud. Ouais, on en a trouvé. On en a trouvé. Ça, on peut te le dire. Je pense que même Jérôme peut te le dire. Non, mais c'est bien, tout n'est pas perdu, donc on a encore un peu d'espoir, ouais. Voilà, ouais. Non, on n'est pas comme dans Girls with Balls, par exemple. Je vais arrêter toi, mais c'est bon, on c'est la dernière fois que j'en parle. Mec, il est pas dans le plan, pourquoi t'en parles, quoi? Moi, je suis pas contre d'évoquer le sujet parce que, le nouveau grave, le nouveau... Ouais, non, vous avez raison, on va esquiver le sujet. On va quand même parler de bons sujets. On va d'ailleurs faire une petite pause bio. Et écoute, merci Renaud pour ton intervention. Ça fait très plaisir de t'avoir à la radio. Et écoute, j'espère qu'on se verra l'année prochaine à Gérardmer. Ouais, peut-être d'ici là, Enfin, je sais pas si vous faites le festival de Strasbourg, mais bon, on aura peut-être l'occasion de se recroiser prochainement. Peut-être, ouais. C'est tentant. C'est tentant. Alors, une petite pause bio. D'ailleurs, Mendy, le morceau de King Crimson, Starless.
extrait issu du film Mandy. Enfin, c'est la musique d'ouverture du film, hein, donc le morceau de King Crimson qui est réutilisé à la perfection pour poser déjà un peu le contexte. Partons du principe qu'un film qui met du King Crimson dans sa BO est déjà un bon film de base. Oui, alors voilà, donc on va parler vite fait des films hors compétition donc sortis cette année. Donc on va parler un petit peu du Monument Mandy. Enfin, on en a déjà parlé pas mal, mais je sais que tu as envie d'en parler. Moi, je l'avais pas vu encore. Voilà. Voilà, je l'ai découvert il y a 2 jours et je suis encore tout, je ne sais pas encore trop comment je suis. Bon. Mais alors, parlons déjà des autres films et après on s'excitera sur Mandy. Alors hors compétition, c'est vrai que moi j'ai un avis un peu contrasté des films en compétition, mais hors compétition aussi, on a quand même eu de belles surprises. Notamment, on a eu Zo, absolument, un film de zombies, hein, voilà, parce qu'on n'en avait pas assez, mais celui-là était pas mal, en tout cas pas énervant, sur un couple qui un peu bat de l'aile, voilà, ne s'aime plus trop et un peu perdu, et hop, des zombies arrivent, voilà, en ville, et du coup ils se retrouvent tous les deux enfermés dans leur appartement, et à partir de là, eh ben, on a une première moitié de film qui est la première comédie de boulevard avec des zombies, et en plus une bonne comédie, hein, mine de rien. Oui, film dano-suédois réalisé en Angleterre. Voilà. Voilà, ça c'est multiculturel, mais vraiment on a des situations qui ne sont pas grossières comme pourrait être joué dans un théâtre de boulevard, mais qui restent quand même des situations où c'est typique de ce genre-là, quoi. Sauf que derrière en contexte, tu as l'apocalypse, le danger de mort, etc. Et il y a vraiment un traitement comme ça assez drôle et qui après part vers complètement autre chose. C'est pas du tout un film mémorable, loin de là, mais en revanche c'est vraiment un bon moment avec mais je crois que parce qu'il faut replacer tout ce qu'on dit se place dans un gros contexte de quel film on a vu avant, quel taux de sommeil on avait avant et celui-là on se l'est vraiment enfilé après des films qui nous ont vraiment royalement fait chier. Je crois que c'était après The Dark. Ouais, après The Dark, exactement, c'était après The Dark qui nous a fait chier à 9h du mat. Et celui-là, on s'est dit, ah putain, les acteurs jouent très bien, l'histoire est très simple, mais en même temps hyper efficace, c'est hyper léché, c'est cool. Donc voilà, Zo, bon moment, si vous le trouvez à un moment chez vous, c'est un bon moment à passer. Oui, également, donc on a eu aussi une bonne petite surprise pour ma part, je m'attendais pas à grand chose, mais Freaks, donc réalisé par Adam Stein et Zach Lipovsky, très très bonne surprise avec un casting très solide d'ailleurs. Pour le coup, on a eu Emily Hirsch chez Bruce Dern et une petite actrice qui est absolument qui est très très bonne, impressionnante dans son rôle de gamine. Donc en fait, ça reprend un peu un contexte un peu à la X-Men en fait, où les personnes qui ont des pouvoirs. Va pas trop loin, mec, parce que non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, mais parce qu'ils sont un peu, c'est un peu des parias, tu vois. Ouais, mais il y a toute l'installation justement de l'intro du film qui fait que tu ne sais pas du tout qui ils sont, voilà, pourquoi c'est comme ça, et du coup j'ai presque envie de dire on n'en parle pas. À mon avis il aura une sortie en salle, Freaks. Non. À mon avis il aura pas de sortie en salle, Freaks. et il va se retrouver sur vos écrans d'ordinateur tout de suite, quoi. Voilà. Ouais, non, je pense que si vous le trouvez, à mon avis il passera facilement sur un Netflix ou autre. Ouais. Ce sera un film forcément à voir. On a également une petite surprise d'Ashra, film tunisien réalisé par, attention je retrouve le nom, il est là, presque, voilà, Abdelhamid Bouchnak. On voit que c'est des bons gros fans de cinéma bis qui l'ont réalisé. Oui. Ils se sont fait assez plaisir. Cinéma de sorcière, on voit les références. Film de sorcière, quoi, voilà. On voit facilement les références quand même dans ce film. Des acteurs qui jouent comme des culs, on va pas se mentir. Une réal, une mise en tension qui est un peu variante en fait, hein. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais en soi, le film se tient très très bien. Encore une belle mise en scène du mythe de la sorcière en fait finalement. Oui. Premier film également. Et un premier film, ouais, ça c'est vraiment la spécialité de Gérard May aussi, c'est d'avoir plein de premiers films et c'est vraiment chouette. Aniren Fikebol en tête, voilà, je reviens juste là-dessus. Mais d'Ashra, voilà, une belle mise en tension, une fin, une dernière partie, un dernier acte vraiment plaisant pour ceux qui aiment le fantastique et les sorcières. Donc voilà, conseillé. On a également eu des films, notamment des documentaires. On a parlé de Beyond Blood, mais on a également eu un documentaire absolument magnifique sur Phil Tippett, donc qui s'appelle Phil Tippett Mad Dreams and Monsters. Alors si vous ne connaissez pas Phil Tippett, en fait c'est le spécialiste des monstres, des dessins, d'animation, notamment du stop motion. Ce mec-là, si vous avez 30 ans, il a fait votre enfance parce qu'il a bossé sur Star Wars, il a bossé sur Robocop, il a bossé sur le film Starship Troopers de Verhoeven. C'est absolument un monstre du cinéma et je dois dire que c'était
peut-être ma larme à l'œil du festival, c'est qu'à un moment donné, quand vous rentrez dans le studio, vous regardez tout ce qu'il a fait, vous êtes en train de chialer, vous dites non, mais ce mec a fait mon enfance en fait. Mais ce qui est génial avec Phil Tippett, c'est que c'est le mec que tu ne connais pas, que personne ne connaît, et pourtant que tout le monde connaît, et c'est le mec qui a fait rêver toute la génération là, quoi. Dans Star Wars, toutes les créatures que vous voyez, c'est lui qui les a élaborées et animées. Les AT-AT de l'épisode 5, c'est pareil. Le gros beau méchant de Robocop, c'est pareil. Bref, c'est le mec qui a fait toutes les icônes que vous vous souvenez encore aujourd'hui et qui font votre nostalgie, quoi. Et ça commence dès le début, parce qu'il a commencé tout jeune pour un petit film. Il a commencé à 15 ans, puis après il a été repéré par George Lucas, il a bossé sur les Star Wars. Ouais. Un grand monsieur. Voilà, un très grand monsieur. Et enfin... Ah, t'as envie de parler de quoi? J'ai envie de parler de Blackwood avec Hugh Mazur. Oh là là. Non, bref, ne regardez pas Blackwood, ça c'est encore autre chose. Alors Blackwood, c'est simple, c'est que non, on s'en fout, mec, arrête. Je me suis endormi 2 fois, j'ai été réveillé en sursaut par 2-3 scarjums putassiers. C'était infâme. Non, on va parler de Mandy. Belle fin de carrière pour Uma Thurman, hein. On va parler de Mandy. Oui, on va parler de Mandy. On va pas parler d'Uma Thurman, mec. De Panos Cosmatos, qui est une révélation. Non, Mandy, c'est quoi? Mandy, c'est un énième film avec Nicolas Cage. Voilà ce que beaucoup de gens, je pense, pensent de ce film avant de l'avoir vu. Ce qui n'est pas absolument le cas. En fait, pour vous décrire un peu le monstre que vous n'avez pas encore vu et qui va vous frapper la rétine, c'est un film au scénario de série Z, hein, complètement. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est un film de vengeance. C'est un film de vengeance, vraiment dans ce qu'il y a de plus gras possible dans la ligne narrative que ça implique. En revanche, il le fait d'une manière qui, je le dis très sincèrement, on a vraiment tendance à exagérer dans cette émission, mais là je le dis avec toute sincérité, je n'ai jamais vécu ça dans une salle de cinéma. Voilà, c'est la première fois que je vois un trip de cette hauteur-là, autant d'un point de vue visuel, et ce qui est admirable, c'est qu'il utilise des effets qui sont d'une simplicité effarante, mais qui fonctionnent. Oui, parce que même certains effets numériques, même certains filtres, ce sont des filtres After Effects, mais ça marche Mais ça marche très bien, parce que... Je sais que toi, tu vas peut-être penser à la scène où donc Mandy va rencontrer ce qui vont devenir plus tard ses bourreaux, et notamment, il y a un freeze frame. Alors donc c'est-à-dire le plan est mis en arrêté, hein, donc c'est-à-dire que ça s'arrête directement, mais sur son visage. Et c'est vrai que ce genre de système-là, en fait, ce genre de procédé est utilisé dans les reportages où c'est devenu un truc tellement bateau, mais en fait dans ce film, c'est absolument terrible. Ouais, Cosmatos rend à ce procédé vraiment tout le caractère sinistre que ça implique. Et c'est là l'intelligence, parce qu'on a beau parler de ses effets visuels, mais en y repensant, il a pas filmé ça n'importe comment, quoi. Il y a vraiment une volonté de créer du plan iconique. Et l'intérêt de ce film, vraiment, au-delà d'être une claque, c'est vraiment un mec qui veut magnifier le genre de la série Z et le cinéma de bis, en fait. C'est un gros fan, il veut le magnifier, il veut que ça dépasse, que ça transcende vraiment ce genre-là. Et il le fait très brillamment. Pourquoi il le fait brillamment aussi? Parce qu'on a certainement la plus grande BO depuis longtemps. J'ai pas envie de m'amuser à malheureusement la dernière de Johan Johansson, parce qu'il est mort juste après. Johan Johansson, qui, je confirme, est une des plus grandes pertes du cinéma qu'on ait actuellement. Vraiment un compositeur incroyable qui avait déjà signé les BO de Denis Villeneuve, notamment Premier Contact et Prisoners, voilà. Et là, on est vraiment sur un compositeur qui fout toutes ses tripes dans sa composition, quoi, et qui te font vraiment rentrer dans le film, qui t'hypnotise complètement, voilà. Et avec un Nicolas Cage, encore une fois, qui fait du grand Nicolas Cage. Bref, Mandy, il sort en Blu-ray mercredi. J'ai envie de vous dire... Non, il sort le jeudi. Non, mercredi, le 6. J'ai regardé, mec. Ah, c'est plus le 7. Ouais, c'est le 6. Oh là là. Regardez-le chez vous avec un bon système son, avec un casque audio, ou alors faites comme moi, mais ça a peu de chance d'arriver. Attendez qu'il sorte en salle pour le vivre pleinement. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. C'était une bonne édition du Ramé, c'était pas la meilleure. Je dirais qu'il y a eu celle qu'il y a eu il y a quelques années, notamment. Je me rappellerai de l'édition absolument magnifique de 2010. Mais pour le coup, on va donc s'arrêter là-dessus. On remercie encore une fois tous les participants du festival, au président Pierre Sachot, au directeur Bruno Bard et à toute l'organisation de l'Espace Tilleul pour cette magnifique édition. Pour le coup, donc on va s'arrêter. On reviendra la semaine prochaine pour un nouveau cycle, un cycle qui se déroulera sur 2 émissions sur la conquête spatiale au cinéma. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao.